Mesdames, Messieurs, vous regardez Africa Today Télévision. Merci de nous préférer et bienvenue dans ce journal. Après une année passée à la tête du département de la sécurité et de la protection civile, le ministre a procédé ce lundi à la présentation du bilan de sa gestion. Maître Abdoul Kabele Kamara a mis l'occasion à profit d'abord pour revenir sur les principales actions engagées au cours de l'année écoulée, mais aussi d'annoncer de nouvelles perspectives pour 2017. Oumar Sow. La protection des citoyens et leurs biens figure parmi l'une des missions que s'assigne le ministère de la Sécurité. C'est à cet effet que durant l'année 2016, le département a œuvré pour l'instauration d'une police de proximité. Une manière, selon le ministre Kabele, d'établir un climat de confiance entre la police et la population. Une action qui s'est matérialisée par l'encadrement de ses agents. La formation de 88 policiers des commissariats centraux, urbains et postes de police de Sonfonia, d'Apompa et Matoto. Management et au pilotage opérationnel des commissariats cibles. Nous avons également le renforcement des agents de l'OPROGEM. L'OPROGEM pour la prise en charge des personnes vulnérables et traitement judiciaire des violences basées sur le genre. Formation au métier de la voie publique, au traitement judiciaire de la petite délinquance. Autre activité réalisée, c'est celle de la mise en œuvre du projet intitulé « Policiers à l'école ». Selon Maître Kabele Kamara, depuis son lancement à l'ouverture des classes, 30 policiers animent dans les lycées et collèges pilotes des séances de sensibilisation sur la délinquance, la citoyenneté et les droits et devoirs des citoyens. Cette action a fait l'objet de signature d'une convention entre le ministère de l'Enseignement pré-universitaire, celui de la justice et mon département. Autre action, la création des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Les 5 mairies de Conakry ont déjà désigné les membres de cet organe, qui sont entre autres le maire, le procureur, le commissaire de police, le commandant de la gendarmerie, la société civile, etc. Malgré les efforts fournis dans la réforme des forces de sécurité et de défense, le secteur de la police lui présente des faiblesses qui constituent des défis à relever pour le ministre. Ce sont le défi de formation des fonctionnaires de police et de la protection civile, la faiblesse de notre capacité infrastructurelle, la gestion anachronique des ressources humaines, le déficit d'équipement des unités d'intervention, la faible couverture sécuritaire du pays, les relations entre les forces de police et les populations non encore au beau fixe. Pour l'année 2017 également, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entend développer des perspectives axées sur l'intensification des partenariats stratégiques. À cela s'ajoute aussi la lutte contre la criminalité et le grand banditisme, un travail qui se matérialisera par le renforcement des capacités opérationnelles des différentes unités d'intervention sur le terrain. La responsabilité sociétale des entreprises RSE dans le secteur minier en République de Guinée est depuis ce mardi au centre d'une réflexion ici même à Conakry. Il s'agit pour les différents acteurs du secteur minier d'examiner le document cadre sorti de l'étude menée sur le terrain pour une éventuelle validation. Soirée Boubacar. Cette étude dite de base a été commanditée par le ministère des Mines et de la Géologie. Elle se situe dans le cadre de l'initiative pour un développement minier responsable et de la mise en œuvre d'une vision minière guinéenne. Ce document, en phase de validation, est le fruit d'un processus élargi de consultation qui s'est déroulé en novembre et décembre 2016. Dedans, on retrouve une vaste compilation de revues littéraires prenant en compte les réalités nationales, continentales et internationales. Pour les initiateurs, ce plan, une fois validé, pourrait être un modèle de développement du secteur minier. Je reste ainsi convaincu que dans le cadre de cet atelier, vous mettrez toutes vos forces dans les travaux afin de valider l'état des lieux que vous aviez antérieurement adressé. Examiner et enrichir le projet de politique RSE pour la Guinée et surtout traduire cette politique en un plan d'action concret et réaliste afin de permettre au secteur minier de contribuer encore plus au développement inclusif et durable en Guinée.
Aujourd'hui, bien qu'étant nouveau, ce concept de RSE est au centre des préoccupations dans les sphères minières. C'est pourquoi le gouvernement guinéen veut faire de cette conception une référence pour asseoir une véritable politique de développement. Nous invitons chacun des participants à activement s'impliquer dans des discussions fructueuses et constructives pour que nous puissions aboutir à un cadre de compréhension commune de la notion de responsabilité sociale des entreprises pour pouvoir asseoir les bases d'une politique robuste qui prenne en compte notamment les questions de contenu local, les questions de développement communautaire, les questions de respect des normes environnementales et sociales d'une manière générale. Ce document, une fois validé, servira de base de réflexion lors de la table ronde nationale sur l'initiative pour le développement minier responsable prévue au mois de février prochain. Le Centre européen d'appui électoral a officiellement lancé ce mardi la campagne de vulgarisation du code de bonne conduite des journalistes en période électorale. C'est une initiative qui fait suite aux recommandations d'un récent atelier de formation à l'intention des hommes des médias à Conakry. Explication, Aïssata Foufana. C'est dans un petit livret de 4 pages que se trouve consigné en 15 articles le Code de bonne conduite des médias. Un document élaboré sur consensus, il servira de repère pour les journalistes en période électorale. C'est une initiative du Centre européen d'appui électoral EQES. C'est une longue histoire qu'on commence à avoir maintenant avec les journalistes, puisqu'on avait déjà commencé par des formations lead à l'occasion de l'élection présidentielle en septembre 2015. Nous avons continué en 2016, notamment avec une deuxième session de formation, et puis maintenant avec le code de bonne conduite. Pour mieux vulgariser ce code de bonne conduite, l'institution européenne d'appui électoral entend organiser d'autres sessions de formation pour que les hommes de médias s'approprient davantage ces outils pédagogiques. Après la rencontre d'aujourd'hui, où on fête le consensus qu'on a obtenu entre nous, nous allons avoir 3 sessions de vulgarisation, ou en tout cas de présentation et d'appropriation du code par les journalistes que vous êtes. Alors, il y en aura une qui se fera au Palais du Peuple lundi prochain, le 30, mais on en aura 2 autres, une à Nzérékoré et une à Mamou, pour les journalistes qui sont en province. Après l'échec de la vulgarisation des autres codes de bonne conduite, EQES, en partenariat avec les associations de presse de la corporation, a mis en place un comité de suivi qui veillera sur la pérennisation de cet acquis. Le Forum national des jeunes de la société civile guinéenne et le collectif des acteurs pour la République étaient face à la presse ce lundi à Koléa. Ces 2 corporations qui se disent engagées dans la lutte contre l'injustice sociale entendent continuer le combat pour que justice soit rendue dans le dossier du 22 janvier 2017. Buntourabi Keita. Le 22 janvier 2007, tombaient sous les balles des hommes en uniforme des dizaines de jeunes, hommes, femmes, adultes, sortis réclamer l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Ce jour qualifié de lundi noir reste une date inoubliable pour de nombreux Guinéens qui ont vu des parents ou des proches mourir ou mutilés à vie. 10 ans après les faits, beaucoup se rappellent des événements vécus ce jour et comptent poursuivre le combat. En ces jours de commémoration, après 10 ans, jour pour jour, heure pour heure, le peuple de Guinée se souvient de cette barbarie sans commune mesure perpétrée au pont 8 novembre par des éléments en uniforme de la garde présidentielle qui courent toujours par manque de justice. D'innocentes personnes furent tuées, des innocents maltraités et emprisonnés, bref, des violences de toute nature furent commises sur toute l'étendue du territoire guinéen. Peuple de Guinée, souvenons-nous. Souvenons-nous des victimes de cette date historique, mais regrettable. Et disons plus jamais que ça.
et que la lutte continue pour les raisons dont ils sont tombés. Ceux qui sont tombés ce jour sont tombés pour une cause noble et juste, l'amélioration de leurs conditions de vie, un combat que les populations guinéennes mènent depuis plusieurs années. Ces citoyens ont demandé ces changements dans le domaine, dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout peuple aspire à aller de l'avant. Nous sommes l'un des premiers pays francophones indépendants. Et aujourd'hui, nous avons encore des débats qui tournent sur des choses qui sont devenues élémentaires chez nos voisins. Parce qu'ils les ont résolus, ils les ont dépassés, ils ont mis le cap sur d'autres horizons. Les revendications du 22 janvier 2007 sont encore d'actualité. Nos populations continuent de demander des routes. Nos populations continuent de demander des écoles. Nos populations continuent de demander des hôpitaux. Nos populations continuent de demander de meilleures conditions de vie en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'accès à l'électricité. Les associations des victimes, elles, sont touchées par toutes ces répressions dont ont été victimes les populations et clament haut et fort l'injustice dont souffre le pays. Nous allons nous battre auprès des forces vives, comme la société civile, comme des partis politiques, pour qu'il y ait la justice en Guinée. Ceux qui ont commis ces crimes-là, au nom de l'État, ils sont là, ils vivent ici, et ils narguent même les victimes. Aucune sanction. Si nous prenons le cas du stade, du pont du 8 novembre, j'étais présent à Conakry. C'est toute la Guinée qui s'est levée pour le changement en Guinée. Le mot d'ordre, c'était la lutte contre la vie chère. Et toute la Guinée a répondu. Mais on est venu faucher des jeunes au pont 8 novembre et on n'a même pas organisé un procès pour identifier les auteurs et présenter les excuses de l'État aux familles des victimes. Pour donc marquer cet événement du 22 janvier 2007, le FONAGESC et le collectif des acteurs pour la République commémorent cette journée à travers une série d'activités pendant plusieurs jours. C'était plutôt pour que justice soit rendue dans le dossier du 22 janvier 2007. Le contentieux entre les membres du patronat guinéen semble trouver solution et tous doivent désormais unifier les efforts. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Ansoumane Kaba Guiter, président de la distructure, en conférence de presse ce mardi. Un seul absent, Habib Anne, qui continue de se réclamer président de notre patronat. Compte rendu, Saloum Kondé. C'est une équipe patronale visiblement soudée qui est apparue devant la presse ce mardi à Conakry. Après plusieurs décisions judiciaires et des médiations sur leurs différends, un accord a été trouvé pour régler tous les malentendus. Et plus rien ne semble arrêter Ansoumane Kaba Guiter dans son combat, pour qui le patronat guinéen a besoin de l'unité. Les hommes et les femmes, chefs d'entreprise qui sont ici, vont s'employer à consolider cet acquis. Personnellement, je prends l'engagement solennel de tout faire pour unir et fortifier le secteur privé guinéen. Car étant unis, nous serons plus forts et pourrons améliorer dans les 6 mois à venir les relations de partenariat avec le gouvernement, mais aussi assurer notre rôle de guide pour le développement économique et social de notre pays. Les contours de l'accord sur la fusion une fois précisés, les membres se préoccupent dorénavant de l'avenir de la structure, car dans 6 mois, le président promet des résultats somptueux. Le premier objectif sur lequel nous allons nous fixer dans un bref délai, c'est de mener des démarches auprès du gouvernement pour faire face à la dette intérieure des opérateurs. Ensuite, nous allons contribuer, parce que vous savez, pour que tout cela se passe dans l'harmonie, il faut que le gouvernement reconnaisse au secteur privé son rôle de partenaire. Ce travail, nous allons mener dans les 6 mois. Le seul absent à cette rencontre, c'est Habib Han, qui campe sur sa position et se réclame encore président de notre patronat guinéen. Intéressons-nous à présent aux
hommes de métier, je vais parler des techniciens réparateurs des écrans plats, qui deviennent de plus en plus nombreux de nos jours à Conakry. Une spécialité qui forme et fait vivre beaucoup de jeunes. Mais l'exercice de ce métier se heurte parfois à des difficultés comme celle de trouver des pièces de rechange. Diao Bachir est allé à la rencontre d'un technicien. Suivez son reportage. Installé à Amdalaï Pharmacie dans la commune d'Oratoma il y a plusieurs années déjà, ce jeune technicien spécialisé dans la réparation des écrans plats a su se forger une bonne relation avec certains jeunes diplômés. La pratique occupant une place centrale dans son métier, Mohamed Kamara se dit moralement réconforté d'avoir légué sa connaissance à ses étudiants. Quand même, j'ai beaucoup de gens qui sont faits à l'université. Il y a des gens diplômés qui viennent des fois chez moi ici pour faire la pratique. Donc, parce que notre métier là, c'est pas la théorie seulement, la pratique aussi compte ça compte beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de gens qui sont là. Par exemple, j'étais avec Abdoul ici. Le moment qu'il a quitté au Sénégal, il était avec moi ici. C'est ici, il a laissé jusqu'à... Il a fait pour lui aussi aujourd'hui. Dans son atelier, la plupart des pannes hyper compliquées trouvent solution, sauf celles qui sont provoquées par les foudres pendant l'hivernage. Tu peux avoir des écrans, il n'y a que des plaques dedans. Alimentation et la commande. Et alimentation, là, c'est là-bas seulement tu peux faire réparation. La commande, c'est le seul qui est intégré, tu ne peux pas réparer. Des fois, tu peux voir, il y a des... Une plaque commande, peut-être c'est le fusible seulement qui est sauté parce qu'il y a des protections aussi. Bon, sauf si tu connectes. Il y a ces commandes, ça ne peut pas gâter comme ça. Il y a des protections, il y a des fusibles dedans. Des fois on remplace, ça marche. Des fois, si c'est la faute qui tape la commande, tu ne peux pas réparer. Ceci dit, Mohamed Kamara interpelle donc l'État à créer des conditions qui puissent amener les entreprises ou les importateurs des postes téléviseurs luxe à faire les commandes des pièces de rechange. Tu ne peux pas envoyer un appareil, il n'y a aucune pièce. Ça ne peut pas aider les gens. Parce que tu peux avoir un écran qui coûte 30 millions, 40 millions. Par exemple, les écrans smart. Chez un site, je peux te montrer. Ça, c'est des écrans qui coûtent excessivement cher. Tu ne peux pas payer un appareil comme ça, tu viens, ça tombe en panne, il n'y a aucune solution. Ça c'est dommage aussi. Donc si l'État peut négocier avec les gens, au moins si les sociétés qui amènent des appareils ne peuvent pas faire une commande, ils ne peuvent pas faire, envoyer les pièces, et non qu'à faire en sorte que s'il y a une panne, les gens peuvent commander. En attendant, pour satisfaire certains clients, Mohamed Kamara se contente de racheter des vieux écrans cassés afin d'y récupérer des pièces de rechange. La Libye, toujours déchirée entre deux autorités politiques qui se disputent le pouvoir. Le chef de la diplomatie égyptienne Samir Al-Choukri plaide pour une solution politique. C'était à la rencontre ce week-end avec les principaux dirigeants des institutions libyennes. Suivez. L'Égypte plaide pour une résolution politique. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Choukri à l'issue de rencontres avec les principaux dirigeants des institutions libyennes qui se disputent le pouvoir. C'était ce samedi 21 janvier au Caire. Nous concentrons notre action pour réunir les dirigeants libyens autour d'un dialogue direct, pour renforcer la confiance et la compréhension et trouver une vision commune entre eux. L'Égypte souhaite trouver un terrain d'entente, des positions de consensus qui permettent de dépasser le tournant actuel dans la crise libyenne. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une partie de l'Est libyen et s'appuie sur le parlement élu de Tobrouk. Plongé dans le chaos et déchiré par les rivalités opposant ces différentes milices et tribus, le pays peine à se relever. L'Égypte a un peu changé sa position en se rapprochant plus de la position algérienne, celle d'une solution qui protège l'intégrité territoriale libyenne, qui protège l'unité du peuple libyen et qui participe ou qui renforce la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les groupes qui menacent donc de faire perdurer la situation d'instabilité en Libye. Donc cette position égyptienne est une évolution,
significatif ces derniers mois. Les pays du voisinage maintenant ont le droit, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de trouver une solution à la crise libyenne et pour que la Libye revienne donc à la stabilité, à la paix et pour que la Libye commence à reconstituer l'État libyen et pour assurer la sécurité pour l'ensemble de la région et également la sécurité en Méditerranée. En présence de ses homologues, notamment d'Algérie, de Tunisie, du Niger, mais aussi de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Martin Kobler, le ministre des Affaires étrangères égyptien a réitéré son refus de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Pour le Caire, une alliance politico-militaire des autorités politiques libyennes qui s'opposent est la solution la plus à même de mettre un terme à cette crise. Au Cameroun, des développeurs ont mis au point Traveler. Traveler, c'est une application qui surveille les conducteurs. Cette application permet de surveiller et noter la bonne et la mauvaise conduite d'un chauffeur dans ce pays où les accidents de la circulation font chaque année des milliers de victimes. Suivez. Des développeurs camerounais ont lancé une application qui permet de surveiller les conducteurs et les véhicules. L'outil est doté d'un GPS et de capteurs qui améliorent la sécurité routière et le bien-être des passagers. La performance des conducteurs est suivie à l'aide de téléphones mobiles et les équipes d'intervention d'urgence peuvent également recevoir des alertes en temps réel en cas d'accident. Nous avons créé cette application pour lutter contre la récurrence des accidents. Nous essayons de fournir une réponse rapide en cas d'accident et des informations sur les autobus sur tout le territoire national. Les utilisateurs peuvent obtenir une notification concernant un véhicule qui roule à grande vitesse. L'application Traveler a été bien accueillie par les conducteurs et les concessionnaires automobiles. Elle enregistre également des informations sur la vitesse, l'emplacement et les cas de surpopulation dans les autobus ou encore les taxis, selon les informations données par les passagers. Si votre voiture roule au-dessus de 60 km/h, notre application vous le notifiera parce qu'il y a une plateforme pour les chauffeurs aussi. Le Cameroun a connu beaucoup d'accidents de voitures et de trains enregistrant des centaines de blessés. Nous encourageons tout le monde à utiliser cette application. En cas d'accident, l'application Traveler informe automatiquement les serveurs d'urgence, les hôpitaux et les familles des passagers. L'application est accessible à tous. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Depuis sa création, l'application Traveler a été téléchargée 5000 fois et enregistre au moins 148 utilisateurs par jour. Au Royaume-Uni, c'est un revers pour Theresa May. La Cour suprême britannique a tranché, le Parlement devra approuver l'activation du Brexit. Mais il y a des assemblées nationales qui ne seront pas consultées. Une décision que dénonce d'ailleurs avec force la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, favorable au maintien au sein de l'Union européenne. Regardez. Par 8 voix contre 3, les juges de la Cour suprême ont estimé que la procédure du Brexit ne pourrait être enclenchée sans l'accord du Parlement. En quittant l'Union européenne, la loi britannique va changer. Et les droits des résidents britanniques vont être perdus. Donc, le gouvernement ne peut pas activer l'article 50, à moins que le Parlement ne l'y autorise. C'est une victoire pour la femme d'affaires qui avait saisi la Cour suprême. Cette décision signifie que les députés que nous avons élus auront l'opportunité d'apporter leur expérience et leur expertise pour aider le gouvernement à sélectionner la meilleure voie à emprunter pour les négociations du Brexit à venir. Même si c'est un petit revers pour Theresa May, le gouvernement a aussitôt fait savoir que cette décision ne changeait rien au calendrier du Brexit. La première ministre entend activer l'article 50 du traité de Lisbonne fin mars. Avant cela, elle doit donc obtenir l'accord du Parlement. Le gouvernement avait anticipé cet obstacle. Il a déjà préparé un texte court, pouvant être présenté rapidement aux députés. Et puis Jeremy Corbyn, le chef de file de l'opposition travailliste, a déjà fait savoir qu'il ne bloquerait pas l'activation de la procédure du Brexit. Autre motif de satisfaction pour Theresa May, la Cour suprême a décidé que le gouvernement n'avait pas besoin de consulter les parlements régionaux d'Écosse, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles. La Russie, la Turquie et l'Iran ont trouvé un terrain d'entente sur le dossier syrien. La conférence est achevée sur une déclaration commune qui insiste notamment sur la nécessité de trouver une solution politique au conflit. Un contrôle tripartite d'un cessez-le-feu a été décidé, mais les insurgés syriens s'opposent à cette déclaration commune. Suivez.
ils se félicitent, car la Russie, la Turquie et l'Iran ont réussi à se mettre d'accord. Ils veulent un mécanisme pour superviser le cessez-le-feu en Syrie, mais pour les rebelles, encore faudrait-il qu'un cessez-le-feu soit en vigueur. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable cessez-le-feu sur le terrain. On attend toujours les promesses de paix des Russes. On attend des actions concrètes sur le terrain. Ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas la tenue ou non d'un cessez-le-feu, car il y a déjà un accord sur ce point, officiel et signé. Ce que nous attendons, c'est sa mise en œuvre, un vrai cessez-le-feu. Dans une déclaration commune, Téhéran, Moscou et Ankara ont également convenu de la mise en place d'un gouvernement de transition en Syrie dans les 6 mois, puis la tenue d'élections libres et régulières dans les 18 mois, le tout sous l'égide des Nations Unies. C'est également sous leur coupe que se tiendra le prochain round de négociations le 8 février à Genève. Les groupes d'opposition armés y participeront. Ils ont obtenu le feu vert de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Fini donc ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet www.tamtamguinée.com et allez sur 20h. Vous allez revoir cette édition d'information. Au revoir.